Dadis Show de retour. Il y a 13 ans, nous vivions à l'heure des Dadis Show. Capitaine dans l'armée guinéenne, Moussa Dadis Camara avait pris le pouvoir par la force aussitôt après le décès du vieux dictateur Lansana Conté. Il était effectivement plus prudent de faire un coup d'État à un cadavre. Et aussitôt le pouvoir grisa Moussa Dadis Camara, qui ne se contrôla plus. Il nommait et dégommait qui il voulait en public, selon son humeur, tenait des discours souvent incohérents dans un français plus que douteux, et l'on baptisa ses prestations les Dadis Show. Il accorda une fois une interview à une télévision européenne, couché dans son lit. Si au début, il fit croire que le pouvoir ne l'intéressait pas, au fil du temps, il commença à l'aimer, au point de vouloir le conserver. L'opposition décida alors d'organiser une grande manifestation dans un stade le 28 septembre 2009. Et les soldats vinrent tirer dans le tas, violer les femmes qu'ils rencontraient, faisant au total plusieurs centaines de victimes. Une commission d'enquête internationale établira plus tard qu'au moins 156 personnes avaient été tuées et 109 femmes ou jeunes filles violées. Moussa Dadis Camara tenta de faire le dos rond, mais devant l'indignation générale, il voulut faire porter le chapeau à l'un de ses sbires, Aboubacar Toumba Diakité. Lors d'une altercation entre les deux hommes, le 3 décembre 2009, Toumba tira sur Dadis Camara. Ce dernier fut blessé à la tête et au cou. Transféré au Maroc, il fut sauvé de justesse. Toumba, par contre, disparut dans la nature. Une rumeur circula, disant qu'il s'était transformé en chien, alors que les soldats massacrèrent méthodiquement tous les chiens qu'ils croisèrent dans les rues de Conakry. Dès qu'il se sentit mieux, Moussa Dadis Camara débarqua du Maroc à Ouagadougou, où, après d'âpres négociations, il accepta de démissionner. Plus tard, les nouvelles autorités guinéennes lui interdiront de revenir dans son pays natal où il avait encore des ambitions politiques. C'est finalement le 22 décembre 2021 qu'il put retourner en Guinée, une Bible et un Coran en main. Les autorités guinéennes ont enfin décidé de juger les présumés auteurs du massacre du 28 septembre 2009. Et Moussa Dadis Camara est actuellement incarcéré à la prison centrale de Conakry. Il y restera tout le temps du procès. Au même moment où Moussa Dadis Camara est devant la justice de son pays, c'est un autre Camara prénommé Kunti, originaire du Libéria, qui est face au juge en France pour répondre des accusations de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. J'ai commencé à fréquenter le Libéria en 1990, au début de la guerre civile qui ravagea ce pays, peu de temps après l'assassinat de Samuel Doe par Prince Johnson et ses hommes. Je me suis rendu dans ce pays à plusieurs reprises, durant la guerre et après, au temps des règnes de Charles Taylor et de Mme Ellen Johnson Sirleaf. Traverser le Libéria en voiture, c'était traverser un immense champ de ruines. Il n'y avait aucun village intact. J'ai rencontré pratiquement tous les chefs de milice, ainsi que plusieurs de leurs combattants. Je me suis fait de nombreux amis et j'ai même eu de belles histoires d'amour, courtes mais intenses. L'un des chefs de guerre a baptisé son fils Venance, parce qu'il était devenu mon ami. J'ai connu une combattante appelée 245, dont la fille est ma filleule. Je voulais écrire un livre sur sa vie, mais elle a voulu que je l'amène avec moi en Côte d'Ivoire. Elle me disait qu'on la tuerait si elle parlait au Libéria. Je n'ai pas osé prendre le risque de revenir ici avec elle.
La guerre du Libéria, c'était l'horreur, la cruauté, poussée à leurs extrémités et même banalisée. Tuer ou torturer était devenu un jeu pour les enfants. Chaque fois que j'allais au Libéria, on me disait de me méfier encore plus des enfants parce qu'ils ne font pas du tout de distinction entre le bien et le mal. À vrai dire, c'était pareil pour les adultes. Le cannibalisme, c'est-à-dire consommer la chair humaine, était la chose la plus courante durant cette sale guerre du Libéria. Il était pratiqué par tous les camps. Ils croyaient tous qu'on prenait de la force de son adversaire en mangeant son cœur ou n'importe quelle partie de son corps. On me montra un homme qui avait fait de la chair humaine son alimentation principale, au point de manger son propre fils. Lorsque Charles Taylor quitta le Libéria, des milliers de soldats désemparés envahirent le domicile de son chef d'état-major. Je me trouvais à Monrovia à ce moment et j'y allais pour discuter avec certains d'entre eux. Il y avait un Ivoirien parmi eux. Lorsque je lui ai posé la question sur le cannibalisme, il se tut un moment, puis me montra tous ces hommes et femmes devant le domicile du chef d'état-major et me dit: tout ce que tu vois là, devant toi, femme comme garçon, il n'y a pas un seul qui n'a pas mangé de la chair humaine. Toi aussi? Lui demandai-je. Il me répondit avec un petit sourire gêné. Moi aussi, voilà. Je n'ai pas connu Kunti Kamara, mais il était le temps que l'on commence à parler de tous ces crimes commis au Libéria devant un tribunal. Rappelons que Charles Taylor a été jugé et condamné pour son implication dans la guerre de Sierra Leone, mais pas sur la guerre dans son pays, le Libéria. C'était un article de Fraternité Matin écrit par Venance Conan. Et malheureusement aussi, pour des rares témoins comme nous autres, on a assisté aussi à ces scènes de cannibalisme en Côte d'Ivoire aussi. Oui, peut-être que Berthe pourra en témoigner s'il a le courage. Mais quand la cruauté humaine atteint un certain niveau, j'ai vu une fois des gens se frotter avec du sang d'un chef de guerre qu'ils ont eu à tuer. Et je n'ai pas vu cela personnellement. Mais paraît-il qu'il y a un des chefs qui aurait mangé le cœur de la personne en question. Et donc, Venance Conan, cher aîné, ce n'était pas seulement qu'au Libéria. Il y a eu beaucoup d'atrocités. Parce que la guerre, une fois établie, elle va au-delà de toutes les barrières de la conscience morale, de l'éthique et de toute logique humaine. Et c'est pourquoi il faut détester la guerre. Il faut détester ceux qui veulent instaurer la guerre et le désordre comme Laurent Gbagbo, comme Henri Konan Bédié et comme Blé Goudé, comme Soro Guillaume. Sujet numéro 3. Trop d'incivisme. Que faut-il faire pour amener les Ivoiriens à respecter les règles et les lois de leur propre pays? Apparemment, tout le monde est fatigué. On est fatigué de sensibiliser. On est fatigué de sévir. On est même fatigué de condamner. La plus grosse preuve de ce laisser aller, c'est l'interdiction de la production et de la commercialisation des sachets plastiques non biodégradables décrétés par le gouvernement. Sans oublier les cautions fixées à 1 mois et 1 mois d'avance. Sans oublier la loi qui interdit de fumer en public. Prenons le sujet des sachets. Les vendeurs d'eau glacée
au vu et au su de tous, continue de vendre le précieux liquide dans les sachets à tous les carrefours. Même les flics, censés faire respecter la mesure d'interdiction, en achètent. Les sachets non biodégradables se retrouvent après dans les caniveaux et sont drainés vers les eaux de la lagune Ébriet. Sur la route, si vous voulez les routes, c'est le danger permanent. L'incivisme au volant est devenu la règle d'or. Plus vous êtes violent sur nos routes ivoiriennes, plus vous êtes assuré de vous faire respecter. D'autres vont même jusqu'à emprunter les sens interdits dans toutes les directions et cela provoque inévitablement des accidents occasionnant d'innocentes victimes comme ce que l'on a vu récemment sur l'autoroute de Grand Bassam. Des ministres, des directeurs généraux d'entreprises publiques et même de simples maires refusent de s'arrêter au feu tricolore tel que prescrit par le code de la route. Si les décideurs sont autant indisciplinés, qu'en est-il du citoyen lambda? Le chef de l'État se bat contre le racket sur les routes. Une police spéciale chargée de surveiller les agents indélicats a même vu le jour, mais le mal persiste. On a même pu, la semaine en question, celle-ci, voir des militaires et des policiers braqueurs être mis aux arrêts. La conséquence immédiate de ce racket organisé et de ce désordre social, ce sont les augmentations sauvages des prix que vivent tous les Ivoiriens. Surtout avec la pénurie du sucre, une surenchère inhumaine est en cours en ce moment en Côte d'Ivoire. Les agents en faction sur les routes n'ont Dieu que pour les camions, remorques et leurs contenus. Ils n'ont que faire des petites voitures qui peuvent se déplacer tranquillement d'un point A à un point B avec les drogues dures vendues aux abords des lycées et collèges. Plus on combat le racket, plus il change le visage en Côte d'Ivoire. Dans certaines grandes villes comme Aboissau, San Pedro, Yamoussoukro ou Grand Bassam, presque tous les taxis utilisent le gaz butane comme carburant. Pourtant, cela est bel et bien interdit par la législation ivoirienne. Mais tout le monde le sait, mais surtout ne parlez pas, car vous serez vu comme le mauvais élément. Lorsque quelqu'un se prend une flamme en pleine journée dans ses taxis, c'est là aussi que chacun fait semblant d'être intéressé. Mais rien ne change. Certains chauffeurs disent clairement à leurs clients qu'ils cotisent de l'argent chaque matin pour le remettre à certaines personnes afin d'être libres de rouler des voitures hors la loi. Il y a lieu d'ouvrir des enquêtes pour mettre le grappin sur les personnes abonnées à ce jeu malsain. Mais déjà, je peux vous dire qu'il faut commencer depuis le ministère des Transports. Le ministre Zorobi Epifan Balo, qui a tenté une incursion dans le secteur de la santé et dans celui de la justice, doit être encouragé dans sa lutte pour l'assainissement de la société ivoirienne, en proie à un incivisme grave grandissant. En début d'année, à l'occasion de son traditionnel message à la nation, le président Alassane Ouattara a indiqué la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption qui constitue l'une de ses priorités pour l'année 2022. Il appartient donc à chaque Ivoirien, en ce qui le concerne, d'apporter sa pierre à la mise en œuvre de cet engagement fort du président de la République. Dans la même veine, le président a aussi annoncé la poche de sang qui serait fixée à un coût de 3 000 francs CFA pour mettre fin au marchandage en cours dans les centres de santé. Il appartient désormais à chacun d'entre nous, c'est-à-dire moi, toi, nous, vous, de veiller à l'application de cette mesure salutaire en dénonçant avec des preuves à l'appui. Que plus personne ne se rende complice du commerce odieux et du chantage de certains acteurs du système sanitaire. Chacun doit dénoncer toutes les tentatives de vente de sang
à un tarif excédant le montant indiqué. La lutte contre l'incivisme est l'affaire de tous. C'était un article tiré de l'Expression. Sujet numéro 4. Goïta Kufa, friand du destin Gbagbo. De mémoire des diplomates de carrière inscrits dans les arcanes des Nations Unies, la tribune des Nations Unies n'a pas encore accueilli de salive aussi amère et rongée dans les anticodes de la diplomatie. Même partant de l'époque des présidents Fidel Castro à celle des Kadhafi, les diplomates des Nations Unies sont unanimes sur la question. C'est du jamais vu et du jamais entendu. Le soi-disant docteur-colonel Maïga, ce gros hippopotame devenu Premier ministre par erreur de la junte malienne, au pouvoir depuis un coup d'État, a tourné volontairement et presque naïvement le dos au langage diplomatique pour se verser dans un populisme, une voie qui a fait périr nombreux de ses dévanciers et inspirateurs. Mais que peut bientôt attendre d'un hippopotame? Et pourtant les souvenirs sont en nous encore très frais. Ce n'est toujours pas payant de se mettre à dos l'ensemble de la communauté internationale, comptant simplement sur les effets du populisme. Thomas Sankara s'y est frotté. Il a échoué en obtenant une mort prématurée. Le dernier des temps modernes, Laurent Gbagbo, 500 fois en minuscule, président ivoirien par usurpation et par coup d'état civil, militaire et politique entre 2000 et 2010, voleur d'élections en 2005 et braqueur d'élections en 2010, qui s'est voulu le champion du populisme africain, en a payé le prix cash. Aujourd'hui, son seul réel héritage, le FPI-PPACI, a complètement volé en éclats. Comme Goïta Kufa aujourd'hui, Laurent Gbagbo avait bandé les muscles contre la France, ses voisins, les Nations Unies, les États-Unis et autres communautés internationales. Comme Assimi Kufa Goïta, aujourd'hui, Laurent Gbagbo, 1000 fois en minuscule, a fait croire hier à ses partisans que son adversaire, Alassane Dramane Ouattara, 500 fois en grand caractère, n'était capable d'aucun pouvoir capable de le déboulonner de son fauteuil présidentiel. Comme Assimi Kufa Goïta, aujourd'hui, Laurent Gbagbo, 10 000 fois en minuscule, lui aussi hier, avait compté sur une connexion avec la Russie qui s'est avérée après une simple imagination de son esprit au plus fort de la crise de 2010 qu'a connue la Côte d'Ivoire. Comme Assimi Kufa Goïta aujourd'hui, Laurent Gbagbo, 500 000 fois en minuscule hier, était un adversaire farouche des Nations Unies et de l'ensemble de la communauté internationale. Hier, Laurent Gbagbo, 1 milliard de fois en minuscule, voyait la France comme l'ennemi juré de son pays. Assimi Kufa Goïta, 10 000 fois en minuscule, a commis son premier ministre à la tribune des Nations Unies pour chanter les mêmes cantiques anti-français. À la fin de tout ce populisme, loin des normes et autres conventions internationales, Laurent Gbagbo, 2 milliards de fois en minuscule, s'est retrouvé tout seul dans une cellule de la Cour pénale internationale, en abrégé CPI, où il a passé 10 années de sa vie avant de venir au finish montrer dent blanche en compagnie d'un Alassane Ouattara, devant qui il frappa un garde à vous dans un palais présidentiel qu'il avait promis de ne jamais lui céder. Assimi Goïta,
1 milliard de fois en minuscule. Je parle bien d'Assimi Koufa Goïta, l'homme qui se veut actuellement fort du pouvoir malien est tout simplement friand du destin qu'a connu un certain Laurent Gbagbo. 3 milliards de fois en minuscule, et le temps, l'autre nom de Dieu, nous le prouvera. C'était un article tiré de presse-côte-d'ivoire.ci avec quelques reformulations d'éclaireurs pro-vérité. Et nous terminons avec le beau texte de notre mère Madame Blanc qui a pour titre « Quand on apprend par sa propre expérience ». C'est vrai que Blé la Machette a été nocif pour la cohésion sociale ivoirienne. C'est indéniable qu'il a été l'auteur de cette idiotie mortifère appelée l'article 125. C'est impensable qu'une personne censée puisse se répandre d'une façon aussi gauche dans les déclarations qu'il engage et dont il restera tributaire à vie. Notre souhait à nous est que l'on tire un enseignement du cas Blé, le faux général de la rue. Que ceux qui croient que la haine tribale et la violence sont gages de la conservation du pouvoir se détrompent. Car l'histoire très récente de notre pays, sous le règne du calamiteux Seplou, est riche d'enseignements. Tout comme Soro la petite saucisse puante, Blé la Machette est un pur produit de la délétère FESI, c'est-à-dire la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire. Monarque sanguinaire, ils, au pluriel, se sont succédés à la tête de l'université d'Abidjan, leur royaume. Ils y ont fait régner le feu et le sang. Nous les retrouverons plus tard, l'un accompagnant Laurent Gbagbo et l'autre le président Alassane Ouattara. Si Blé, l'auteur de l'article 125, a été prisonnier de son ignorance, Soro Guillaume reste l'auteur de son propre bagne et enfermé dans la cellule de l'orgueil, un orgueil dévastateur. Par voie de conséquence, Blé a été nigo, mais Soro a été salaud. Ou Bapé a été utilisé par Seplou l'idiot, la petite saucisse puante pensait pouvoir utiliser l'immense et l'incommensurable Alassane Ouattara. Nous nous souvenons encore de la fois où, imbu de sa personne, un certain Tchénik Banani disait à son ami en fuite au Ghana de rentrer en Côte d'Ivoire s'il ne se reprochait rien. En réalité, il s'agissait d'un pied de nez. Le fils tristement célèbre de Kofi Plé faisait à un pauvre fuyard pour lui signifier que sa désormais malheureuse condition. Mais aujourd'hui, le destin aidant, les rôles se sont inversés. Le prétentieux a disparu des radars tandis que l'ancien bagnard est proche du retour au pays. Nous avons presque envie de nous réjouir. Pas parce que nous pardonnons tout à Blé, mais que c'est jouissif d'imaginer l'état d'esprit actuel de Soro, l'impoli. Il n'y a qu'à écouter les élucubrations actuelles de ses porte-voix sur les réseaux sociaux pour s'en apercevoir. Leur discours transpire la déception. Blé en action à Abidjan, Soro en immersion quelque part là-bas dans le monde. Goumé de ça, ça peut tuer. Le meilleur apprentissage, c'est ce que l'on acquiert par sa propre expérience. Ne nous dit-on pas que l'expérience est le meilleur maître? Et être humain, c'est savoir évaluer et progresser. C'était un texte de notre mère Blanc avec quelques petites reformulations d'éclaireurs pro-vérité. Mesdames et messieurs, nous avons complètement terminé avec la lecture.